Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Nous sommes toujours le 25 décembre 2022 et je continue mes petites lectures digressives à partir de cet ouvrage de la Révolution française à la Révolution hitlérienne. Et c'est lié à une réflexion que j'entreprends sur la pensée de Nietzsche. Voilà, alors je ne suis pas un universitaire, toutes mes réflexions sont intuitives la plupart du temps, euh, souvent mal documentées. Voilà, peut-être qu'il y a quelques petites choses intéressantes à retirer de ces réflexions. Je vous en laisse seul juge. Euh, et vous pouvez écrire justement ce que vous pensez de ces visions un petit peu anachroniques, on va dire. Euh, c'est en lien avec la théorie que je développe sur la mécanique universelle et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. L'humanité dans son ensemble, donc c'est une évolution. Je pense que nous sommes dans une évolution globale, universelle. C'est tout le phénomène humain qui évolue en même temps, pas, pas de la même façon, mais c'est une sorte de grand corps qui évolue. Et c'est l'humanité dans son ensemble qui va vers son ultime perfection. Voilà. Et la diversité, toutes les diversités qui composent cette humanité font partie de ces plus grands moteurs d'évolution. C'est justement notre différence. Et donc tout le travail maintenant pour les siècles qui arrivent, pour les décennies, les siècles qui arrivent, c'est d'élever le niveau de respect mutuel, de compréhension que nous sommes tous des ouvriers altruistes de cette humanité et que nous sommes en somme des frères humains de passage faits pour nous entraider. Voilà, ça c'était un haïku japonais que j'avais lu il y a très longtemps. Cessez de vous quereller, oiseaux de passage, frères humains faits pour vous entraider. Voilà, c'était magnifique. Et je crois que c'est Bachot au XVe siècle, quelque chose comme ça. Voilà, donc je reprends ma lecture, j'en suis ici. Wagner. Wagner est devenu à ses yeux une maladie. Donc Nietzsche, après avoir un peu vénéré Wagner, trouve qu'il va, sur certains plans, ne va pas assez loin, n'est pas assez, euh, on va dire, primitiviste et trop sensible à la religion. Je pense que c'est un petit peu comme ça, c'est ce qui l'écarte. Et peut-être des conditions aussi tout à fait psychologiques, le fait d'être noyé dans la foule peut-être que c'est ce qui s'est passé. Quand il était à Bayreuth autour de Wagner qui avait le vent en poupe, etc., et il se sentait, lui qui voulait être tout puissant, il avait du mal à être à côté de cet homme. Et donc, du ressentiment a pu naître à partir de cette chose-là. Ça, c'est de la psychologie basique de bistrot. Hein. Je suis désolé, mais bon, voilà, de temps en temps, je, je vais un peu dans ce sens-là. Euh, Parce qu'en plus, c'est complètement intuitif. J'ai rien lu à ce sujet, donc si voilà, c'est peut-être complètement faux et ça a peut-être rien à voir avec la psychologie qu'il avait à ce moment-là. Donc, Wagner est devenu à ses yeux une maladie parce qu'il est essentiellement le dramaturge moderne. Nul n'a parlé mieux décadence du présent. Il rend malade tout ce qu'il touche. Il a corrompu la musique, selon Nietzsche. Donc c'est quand même assez costaud sa vision sa déception de, de Wagner. Que l'on ait pu se tromper sur lui en Allemagne, où l'on est
pas psychologue, n'étonne pas Nietzsche. Alors voilà, donc là, ça correspond quand même au moment où Wagner reçoit tous les honneurs de l'État. Et je vous renvoie à la vidéo précédente où je pense que c'est pas bon signe d'être utilisé par le pouvoir en place, quel qu'il soit. Aujourd'hui, les artistes sont le pouvoir, c'est l'oligarchie qui achète les artistes, qui soutient les artistes, etc., etc. Et donc d'être fraternel avec l'oligarchie, c'est peut-être pas la meilleure des choses pour un artiste. Je sais pas, hein, mais bon, on peut, voilà, c'est à savoir si euh, les, les, les artistes comme Jeff Koons, etc., je connais plus trop le milieu de l'art maintenant, mais s'ils seront, s'ils tiendront le choc dans l'évolution de l'histoire de l'art, peut-être, hein. En tout cas, voilà, aujourd'hui, et à cette époque-là, c'était la même chose. Et c'est peut-être pas la meilleure chose qui peut arriver à un artiste. Je continue. Que l'on ait pu, et c'est pareil pour la philosophie d'ailleurs, c'est pas la meilleure chose qui peut arriver à un philosophe d'être adulé d'un seul coup, hein. Et c'est peut-être ce qui s'est passé avec les nouveaux philosophes. Voilà, il leur a peut-être manqué euh, de végéter. Le principe de la végétation euh, est peut-être important. Voilà, c'est à savoir. C'est pas aussi carré que ça, hein, parce que tous les, tous les, tous les cas de figure sont particuliers, donc on ne peut pas tracer des sortes de généralités comme ça facilement. Bon. Mais que l'on ait pu se tromper à Paris également, qu'on n'ait pas su se mettre en garde contre lui en France, voilà ce qui est plus surprenant et ce qui est bien le signe d'une décadence générale. Voilà comment Nietzsche voit cette chose-là. En fait, euh, la jalousie est un moteur aussi, hein, dans l'humanité. Attention, c'est quelque chose qui est extrêmement à l'œuvre, hein. La jalousie, c'est un, et c'est peut-être un des pires moteurs, et c'est peut-être un des pires moteurs de l'humanité. C'est peut-être ce qui est à l'origine du racisme, de l'antisémitisme, des haines. Voilà, ça commence au voisinage ou en famille, et puis ça va ça déclenche les guerres. Donc, le sentiment de jalousie qui est lié sur la frustration, qui est lié au narcissisme en fait, hein, c'est-à-dire de ne pas pouvoir admettre que, eh ben, voilà, on est peut-être pas à la même hauteur que l'autre sur tel plan, sur tel point, euh, où voilà, on a le sentiment qu'on ne reçoit pas le même amour des Français, par exemple. Pour Nietzsche était inconnu à cette époque-là, et Wagner était adulé en France. Et c'était peut-être un point de référence pour Nietzsche, la France. Voilà. Donc, euh, où en suis-je? Tac, tac, tac. Donc, où est-ce que je suis arrivé? Mon Dieu, j'ai complètement perdu l'endroit. Hmm. Après cet éloge, on est là. Donc, voilà. Mais que l'on ait pu se tromper à Paris également, qu'on n'ait pas su se mettre en garde contre lui en France, voilà ce qui est plus surprenant, et ce qui est bien le signe d'une décadence générale.
Il y a de l'hystérie dans l'art de Wagner. Les sentiments ont chez lui quelque chose de convulsif. Sa sensibilité est exagérée. Il voit tout au travers d'un verre grossissant. Wagner est une névrose, le Cagliostro de l'humanité. Voilà peut-être ce qui montre que Nietzsche avait une horreur de sa propre sensibilité, de son hypersensibilité. Et c'est quelque chose aussi que l'humanité devrait utiliser, que l'humanité devrait comprendre, devrait bien analyser. Il veut les faits et rien que les faits. L'acteur partout se révèle en lui. Dans son théâtre, la psychologie et l'action dramatique sont remplacées par tout un appareil mythologique qui fait frissonner le spectateur et qui ne dit rien à la pensée. Le but de Wagner, en un mot, c'est l'attitude. Le drame, la musique, la mise en scène, tout n'est qu'un moyen pour marquer cette attitude. Le cas Wagner. Nietzsche contre Wagner. Ça, c'est la deuxième façon d'écrire sur... voilà, il avait écrit Richard Wagner à Bayreuth, et puis là, c'est la déception, le cas Wagner, Nietzsche contre Wagner. Nietzsche, lui aussi, voit tout, au travers d'un verre grossissant. Donc, Nietzsche, lui aussi, voit tout au travers d'un verre grossissant. Mais il est psychologue, ce que n'est pas Wagner. Sa critique décèle et marque fortement tout ce qui a contribué à faire de Wagner l'idole de l'Allemagne. Cette névrose, cette attitude, c'est bien ce qui convenait à l'Allemagne nationaliste et à son Führer. Voilà. Et peut-être que Nietzsche, justement, c'est un grand psychologue pour l'extérieur, mais il ne l'a peut-être pas suffisamment été envers lui-même. Possiblement, hein, je ne connais pas l'œuvre de Nietzsche correctement pour pouvoir en parler de façon définitive. Donc, je vous renvoie à la lecture et pour savoir si c'est convenable ce que je dis. Donc, le national-socialisme aime à trouver dans Wagner son représentant artistique. Il peut tout retenir de lui, sauf certaines tendances chrétiennes de ces dernières années. Et c'est là où on va quand même renvoyer les philosophes actuels contemporains qui sont très médiatisés. Je pense à Michel Onfray, par exemple, qui essaie d'amalgamer le christianisme avec le nazisme, de faire penser que les nazis avaient été en somme des croyants, des spirituels, des mystiques, au sens lié au sens où l'entendent les grandes religions. À mon sens, c'est totalement faux. Et donc, c'est vraiment un instrument c'est l'esprit de combat pour combattre le religieux, le côté religieux, les religions. On utilise tous les moyens, y compris celui-là qui est quand même, à mon sens, vraiment injuste. Évidemment, on pourra toujours trouver des petits liens, des petits trucs. On peut arriver à démonter, à essayer de démonter l'image de Freud par ces petits comportements qui sont anormaux. Oui, bien sûr, on peut démonter Socrate par des petites choses, évidemment. Mais c'est vraiment de la manipulation pour moi. C'est pas du tout, c'est pas, c'est pas juste. Et c'est pourquoi je voudrais travailler sur Nietzsche, Crépuscule des idoles, parce que j'ai vu qu'il parle de Socrate et j'ai lu quelques petits passages et la vision qu'il a de Socrate, franchement, à mon sens, voilà, il y aura de quoi discuter là derrière. Donc je continue. Le national-socialisme emprunte aussi à Nietzsche, et beaucoup. Mais ici, le départ de ce qu'il prend et de ce qu'il laisse est plus difficile à faire, car Nietzsche est une nature singulièrement profonde et compliquée. Voilà, c'est pourquoi
On peut dire que les nazis euh, se sont imprégnés de Nietzsche. Mais Nietzsche n'a pas imprégné les nazis. C'était pas du tout sa volonté. Il aurait, il aurait survécu à la guerre ou à l'arrivée des nazis. Il se serait totalement désolidarisé parce que c'est un électron libre et il était loin d'accepter ce genre de, de récupération. Donc, Nietzsche a agi puissamment sur l'Allemagne parce qu'il a tenté de renouveler toutes les valeurs établies, morales ou religieuses. En tant que révolutionnaire total, il est un précurseur étonnant de l'Allemagne contemporaine. On ne le lisait pas, on ne le comprenait pas avant le XXe siècle. Mais les événements marchaient à pas de géant qui devaient éclairer, étayer sa doctrine, secouer les assises sur lesquelles notre civilisation européenne reposait. Nietzsche l'avait écrit. La guerre est chose inévitable, nécessaire. Ridicules sont les utopies humanitaires et pacifistes. L'Europe va entrer dans la période des convulsions. Bien sûr, il le voyait, il le sentait. Mais aujourd'hui, on, on, cette vision de Nietzsche, elle était valable à son époque, mais l'évolution de l'humanité, il ne pouvait pas en tenir compte à ce point qu'on arriverait aux abords de l'universalité. Maintenant, on peut dire que la guerre est quelque chose de pas nécessaire. On peut évoluer sans utiliser la guerre, la destruction et la reconstruction. On peut passer à un autre niveau et l'humanité passera à un autre niveau. Il faudra peut-être 10, 20, 50, 100 ans, peut-être un siècle, 2 siècles, peu importe. Mais l'humanité est destinée à aller vers la paix universelle. À l'époque de Nietzsche, ce n'était pas possible de comprendre cette chose-là encore. Donc, euh, que la guerre est une chose inévitable, non. La guerre est une chose aujourd'hui évitable. Mais par contre, on comprend que Nietzsche ait écrit ça à cette époque-là. Les gens partaient à la guerre comme les Grecs partaient à chaque saison. Il y avait une saison de la guerre et ils y allaient. C'était une sorte de régénération du courage, ou je ne sais pas pourquoi ils devaient agir comme ça. Mais voilà, là, le problème, c'est que les 2 dernières guerres ont refroidi quand même pas mal l'humanité, lui ont fait prendre conscience de pas mal de choses et ont hissé le niveau de conscience à un autre degré. Donc elle est évitable, non nécessaire, elle est ridicule, et les utopies humanitaires et pacifistes ne sont pas ridicules. Donc les élèves, donc il avait raison par contre que l'Europe va rentrer dans la période de convulsion, des convulsions. Sa prédiction n'était pas trop vraie, n'était que trop vraie. Les élèves de Bernardi devinrent aussi les disciples de Nietzsche. Soyez durs, disait-il, mêlant les paroles de ses 2 maîtres. Pas de faiblesse ni de pitié. Il n'y a que le héros fort qui compte, celui qui ne connaît pas les scrupules. Voilà. Et c'est là où des phrases comme ça, évidemment, ont, ont alimenté cet état d'esprit qui a fait devenir le nazisme, qui a inséminé le nazisme. Et son excès de violence, justement son excès de pas de faiblesse ni de pitié, que être des héros forts, ce que faisait la propagande dans cet état, a conduit au pire. Et le pire a conduit à faire qu'on peut maintenant réellement détester la guerre et voir à quel point c'est une horreur, etc., etc. C'est pas pour ça que 70 ans après, on n'est pas reparti sur
un sentiment comme ça sur le sol européen. Mais malgré tout, pour la première fois, on a sorti de l'état d'esprit les visions guerrières du monde. Donc, pas de faiblesse ni de pitié. Voilà, pas de faiblesse ni de pitié, c'est exactement ce qui a été préconisé dans cette guerre hitlérienne. Et on a vu à quoi ça a mené. Il n'y a que le héros fort qui compte, celui qui ne connaît pas les scrupules. Oui, sauf que après, de ce peuple qu'il disait aimer, Nietzsche, il l'a fait raser, quoi. À la fin, il a mis dans un état d'horreur quand ils ont dû se réveiller de cette exaltation folle. Et c'est pourquoi il va falloir comprendre comment un petit groupe de criminels comme ça peuvent noyer l'état d'esprit de toute une population et l'entraîner dans un truc à croire que il n'y aura pas de fin, qu'ils vont toujours vaincre, qu'ils vont toujours être... Comment, et aujourd'hui on n'a pas analysé cette époque-là. Elle n'a pas été complètement étudiée pour comprendre comment se protéger de ces tribuns-là qui peuvent, on le voit, qui peuvent ramener la guerre dans les états d'esprit. On voit bien qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'État actuel en Europe pourrait envoyer les Européens à la guerre sans aucun problème. Ils ont, c'est ça qui est vraiment époustouflant, quoi. Et donc, comment se protéger de ces criminels qui peuvent engendrer des guerres, ce qui est en train de se passer dans le, en Ukraine. Comment des états d'esprit peuvent amener à ça? Comment se protéger de ces états d'esprit-là, qui sont des inconscients, quoi, parce qu'en fait, ils s'en foutent des peuples qui vont se faire massacrer. Ils jouent sur un échiquier, quoi. Hein. C'est incroyable. Et donc, je pense que l'humanité a un travail énorme à faire à ce niveau-là de, d'analyse pour écarter dès la montée ces psychologies-là. Il faut que ces psychologies ne soient plus dans le système politique, que ne soient plus au système des décisionnaires, de ceux qui veulent. Bon, je pense que c'est compliqué, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, on laissera plus passer, je pense, l'humanité ne laissera plus passer des dictateurs de cet ordre-là qui sont expansionnistes. On n'est pas en Europe, on n'est pas devant des dictateurs expansionnistes qui veulent bouleverser entièrement l'humanité, euh, s'accaparer l'humanité en somme. Donc, euh, pas de faiblesse ni de pitié. Il n'y a que le héros fort qui compte, celui qui ne connaît pas les scrupules. Celui-là seul fait sortir le monde de sa léthargie. Voilà comment pensait Nietzsche. Alors, pour moi, c'est quand même extrêmement grave, ce type de pensée. Voilà. Alors, et de sa décadence. Pas de justice craintive et pusillanime. C'est la volonté seule qui domine et peut dominer. Voilà. Alors, est-ce que Nietzsche, en 1945, aurait pensé la même chose? C'est ça la grande question. C'est facile de loin et c'est facile aujourd'hui de pouvoir dire, on les entend encore, les belliqueux, dire ouais, ben faut partir en guerre, quoi, en gros, là, dans le truc, pas de pitié, pas de quartier, faut pas chercher la paix,
faut aller faut avancer quoi dans ce truc-là. Mais s'il y a si une guerre mondiale se déclenche là, si vraiment il y a du chaos complet comme on l'a connu comme l'humanité l'a connu entre 39 et 44, 45. Voilà, comment vivre dans ce chaos-là où on ne peut plus rien dire, où il faut se surveiller, quelle vie on se retrouvera. Donc c'est très facile d'être exalté, va-t-en-guerre, machin, comme Nietzsche, tant que le monde n'arrive pas à 14-18 et à 39-45. Voilà, c'est quand même, euh, voilà, c'est à réfléchir tout ça. Donc je continue. Pour Nietzsche, c'était ça alors. C'est ainsi que l'on interprétait Nietzsche. Reprenant les termes dont il s'était servi, on était fier en Allemagne de s'appeler barbare, pour marquer en quel mépris on tenait les civilisations amollies et vieillies, en lesquelles s'éteint toute force vitale. Et c'est là où, voilà, et c'est pourquoi le nazisme, c'est pourquoi je dis que les, les nazis ont voulu tuer, en voulant tuer la communauté juive qui était dans son corps, voulait tuer la sensibilité en elle-même, en fait. Parce que la communauté juive représentait la sensibilité, représentait l'art, la spiritualité, le côté sensible, son côté sensible. Et c'est pareil d'ailleurs pour les homosexuels, pareil pour les tziganes. Voilà, c'était la part sensible qu'il a voulu tuer en lui-même, en réalité. Et, euh, et en fait, quand on fait ça, eh ben voilà, on se tue quoi, soi-même, parce que la part sensible, elle est normale. Il n'y a pas, c'est pas les Spartiates qui dominaient, c'était Athènes. Athènes qui gardait ses sensibles, qui gardait ses artistes, qui gardait, etc. Et c'est ça, cette part sensible, c'est très important. Pourquoi les Américains, pourquoi les USA sont au top niveau de la société actuelle? Pourquoi ça, à un moment ça a été les Égyptiens, les Grecs, à chaque fois c'est ceux qui savent garder leur chaman, leur sensible, leur spiritualité près d'eux. Les Américains, c'est ça, ça a été tous les sensibles. Oui, bien sûr, les durs sont allés en Amérique. Et peut-être que même les gros tueurs ont créé l'Amérique avec les premiers colons qui y sont allés, et les esclavagistes, etc. Mais il y avait cette part sensible qui est allée là-bas, qui cherchait la liberté, qui cherchait, etc. Et donc c'est ça qui va construire une nation. Et les nations qui écartent leur sensible, les nations qui ne veulent pas entendre parler de l'homosexualité, des artistes, etc., etc., elles sont naturellement à la traîne parce qu'il leur manque quelque chose. Elles sont que sur un côté binaire. Ça avance pas. Il faut plus et moins pour mettre un moteur en route. Et donc ça, c'est quelque chose qui devrait être médité par les sociétés, qu'elles soient théocratiques, qu'elles soient autocratiques, qu'elles soient, etc. Voilà. Et on le voit. C'est le problème de la Russie, c'est en mettant des lois là, etc., qui veulent limiter. Bon, je connais pas suffisamment les lois qui sont mises, mais en fait, il y a ce côté où on veut écarter le sensible, on veut rester des dominants. Et ça marche pas. Ces, ces dominants-là ne prennent pas le pouvoir, en fait. C'est pas eux qui peuvent tracer la ligne de l'humanité. Pas plus qu'à l'époque des Grecs, c'était les Spartiates qui traçaient la route. C'était bien Athènes et son côté cosmopolite, son côté universel qui traçait la route.
Voilà. Et ça, c'est très important, cette vision-là, globaliste. Bon, je continue. C'est ainsi que l'on interprétait donc Nietzsche. Avec lui, on dédaignait la démocratie occidentale, on raillait la Révolution française, moins pour ses excès que pour sa morale à la Rousseau et son rationalisme. Voilà, quand c'est les durs qui l'emportent, et que Dieu nous préserve, que ce soit les durs actuels qui font la pluie et le beau temps sur CNews, sur BFM, etc., que Dieu nous préserve de leur accession au pouvoir, parce que ça serait une catastrophe pour l'Occident. Là, c'est la pure... c'est l'apothéose de la décadence. La décadence, elle vient d'eux. Et quand on les écoute, ils écrivent des livres là sur la décadence. Pourquoi la décadence? Ils la construisent. Ils construisent la décadence et en même temps, ils, euh, ils, euh, ils écrivent sur la décadence en pensant que ça vient d'ailleurs ou des autres. C'est eux qui ont construit qui construisent la décadence en réalité. Donc avec lui, on tenait le prince de Machiavel pour le type splendide des conducteurs d'hommes, voilà, et César Borgia pour le grand virtuose de la vie. Avec lui, on répétait il n'y a pas de vérité en soi. Un mensonge qui exalte vaut mieux qu'une vérité qui déprime. Voilà, et on est encore basé sur cette idiotie, sur ce truc. Alors évidemment, on sortira de ça, la lumière, la vie, et c'est là où l'évolution est une pure merveille, parce que là, tout s'éclaire, on voit toutes les manigances, mais ils sont encore dans cet état d'esprit à vouloir venir à l'ONU avec une petite fiole en disant voilà, et déclarer une guerre et flinguer 500 000 enfants comme ça à partir d'un petit mensonge de cet ordre-là. Ils sont capables ils sont encore là au pouvoir, ces gens-là. Mais maintenant, ça éclaire. Alors, notre génération doit encore ravaler sa, sa, sa tristesse vis-à-vis de ces gens-là. Ils vont pas sortir comme ça en un claquement des doigts, mais ils sont destinés à sortir parce que les vérités sortent de plus en plus. Le monde est de plus en plus éclairé. L'état d'âme est de plus en plus éclairé. Et donc, ça sera fini les malversations. Ils n'auront plus la possibilité de les pratiquer dans 20, 30, 40, 50 ans. Donc, on va bien vers cette évolution-là. Maintenant, c'est, c'est laborieux, c'est dommage, c'est triste, mais c'est la destinée. C'est dommage que ça aille pas vite, quoi, quand on est en train de vivre. Et donc, c'est pour ça que cette patience, l'esprit un peu de fatalité, le côté un peu qui accepte le monde, bon, tel qu'il est, plutôt que le désirer à notre convenance, tout en luttant, mais en luttant de façon paisible, tranquille, voilà, être dans la lutte pour faire évoluer les choses, mais sans vouloir les bousculer et avec l'espoir avec la vision que le monde va vers vers, vers, vers la vérité, vers voilà, c'est vers la fin de ces criminels, hein, en somme, parce que faut les appeler par leur nom. Hein. Ce sont des criminels, voilà, ils font partie de l'humanité, comme tout le monde, ils sont là, mais c'est pas parce qu'ils sont du bon côté du manche aujourd'hui qu'on ne peut pas les considérer comme des criminels. Ce sont des criminels également. Voilà pour cette vidéo, on continue. À très bientôt.